Monsieur Benhamou, un dernier mot par rapport justement à ce que vous avez entendu cet après-midi sur Éducation 2.0. Il y avait sûrement des petites choses que vous souhaitiez... Oui, j'avais, toujours en continuant la paraphrase du printemps, enfin l'analogie, le temps nouveau. Hein. Nous assistons, alors je reste sur le temps de l'éducation. Hein. Il y a de nouveaux acteurs qui sont entrés un peu dans la danse de l'éducation. D'une part, ce sont des outils machines. On voit bien que la technologie elle-même génère des capacités d'enseignement, d'auto-formation, d'auto-enseignement. Et quand on regarde ce qui se passe avec le mouvement des MOOC, les MOOC, c'est en fait la promotion par le numérique, la revisitation par le numérique de l'autodidactisme. Je décide que je suis compétent pour suivre une formation du MIT ou d'Harvard ou d'un autre grand établissement ou de la Sorbonne, je m'inscris gratuitement et je suis le parcours de formation qui m'est proposé par des cours automatisés en machine. Et je vais passer des examens, une attestation, je peux même avoir le diplôme du MIT pour une somme infime. Ce qui fait que ça génère quoi? 150 000 étudiants du monde entier s'inscrivant au même cours de Harvard. Est-ce que ça veut dire que le Conseil général, par exemple, de l'Oise peut créer une université, oui, alors, je ne sais pas, en cassant quelques frontières, libre et sans individus, juste en organisant une série de MOOC ou de nouveaux cours faits sur mesure, et on est ainsi labellisé de l'université de l'Oise qui n'existe pas, en fait, matériellement. Exactement, mais ça fait trembler les universités en même temps. Tout ceci fait trembler le monde classique, traditionnel de l'université parce qu'on est en train de casser le modèle de l'émetteur et du récepteur également. Non, mais il suffirait de s'appuyer sur mettre les ressources en ligne de la fabuleuse université de technologie de Compiègne, bien sûr. De la corréler c'est ce qu'il faut faire. L'Institut La Salle, pour lequel, d'ailleurs pour les deux instituts, le Conseil général de l'Oise, hors champ de ses compétences, a accompagné l'élargissement de leur enseignement en finançant avec la région Picardie le rachat de 2 établissements pour doter l'Oise d'un réseau d'enseignement supérieur. Peut-être que ce serait plus facile. Je prends tout à fait bonne note de cette proposition et je vous promets que d'ici l'année prochaine, je vous ferai état des rencontres que j'aurai opérées avec les présidents des 2 universités. Alors, pour terminer sur les acteurs nouveaux, bien, un véritable acteur nouveau, c'est le réseau, et les réseaux des réseaux. Et on passe là de l'ancien temps de la verticalité de la transmission à quelque chose qui va être celui de l'horizontalisation même de l'émission des savoirs. Les apprenants peuvent eux-mêmes générer des ressources, parfois plus pédagogiques que des ressources émises par les grands seniors de l'université, parce que prenant en compte les difficultés dans la progressivité de la compréhension. Et il y a une entraide de réseaux qui s'exerce au travers de Facebook, au travers par exemple de Erasmus Student Network, 95 000 membres étudiants européens d'Erasmus qui échangent entre eux, puissance de la communication extraordinaire et très utile. Et évidemment, les autres actes, donc je parle, c'est une espèce envahissante, les MOOCs, et ça va sûrement entrer dans la réalité française assez vite, puisque notre ministère, je travaille régulièrement avec l'équipe de Geneviève Furazo, on est parti pour aller dans ce sens-là très fortement. Et donc, la deuxième grande innovation, c'est la mutation culturelle des enseignants qui est en train de se faire. On est à l'époque de l'enseignant 2.0 et du tuteur. Il y a de nouveaux acteurs, c'est l'aidant en ligne, qui n'est pas quelque chose de facile. Et on est en train de créer, avec mon université numérique des sciences de la santé, une école nationale de formation à la pédagogie numérique à distance. Parce que comment bien enseigner à distance, c'est quoi tutoriser? Tout ça, ça ne s'invente pas. C'est un processus. Il n'y a pas une solution sur étagère aujourd'hui. Il
il y a quelque chose à créer, à avancer avec une réflexion collective. Et donc on va avoir ce que certains ont déjà dit, mon ami Tran l'a dit tout à l'heure, l'enseignant c'est un animateur de réseau social. Pour plusieurs de mes amis doyens des facultés de médecine et présidents d'université, l'enseignant doit devenir un maître navigateur. C'est lui qui doit initier la connaissance du web. Et ce n'est pas lui qui doit être à la traîne. Il doit être un facilitateur, un pédagogue interactif. Voilà les nouveaux rôles de l'enseignant. Et c'est quelque chose qui ne doit pas faire peur, qui va s'intégrer progressivement aux pratiques avec un grand nombre d'outils qui vont faciliter, je crois, ces évolutions. Monsieur Benhamou, merci pour ces préceptes d'open education au sens large. Il y a encore beaucoup à dire, ce sera l'année prochaine, ce sera à Compiègne, ce sera à Béthisy et Saint-Denis, vous nous direz. On accueille maintenant Jean-Baptiste Souffron, qui est secrétaire général, c'est le dernier interlocuteur de notre après-midi du Conseil national du numérique, ou numérique, je ne sais pas, CNN. En tout cas, bienvenue à vous. Jean-Baptiste, le propos que vous souhaitiez porter, c'est sur la neutralité d'Internet. Comment être neutre alors que Internet embarque tant de passion? Oui, bonjour. Merci pour votre invitation. Merci aux organisateurs. Toutes mes excuses pour Benoît Thiolin qui ne pouvait pas être là cet après-midi au dernier moment. Mais donc, je suis Jean-Baptiste Souffron, je suis le secrétaire général du Conseil. Et on me demande, en fait, voilà, en quelques mots, de présenter un peu notre vision de la neutralité, qui est un concept dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, mais qui maintenant, en ce moment, est en train de vivre une mutation forte, je pense. Oui, on aurait pu voir peut-être sur les nuages de mots ou sur l'évolution du... Je pense que ça monte. Si le mot neutralité. Si on avait fait le N-gramme, à mon avis, c'est quelque chose qui monte. On rappelle ce que c'est que le Conseil national du numérique, en un mot, sans entrer dans un casting trop... D'abord, laissez-moi vous présenter notre petit conseil. C'est une commission consultative indépendante de 30 membres créée par un décret du président de la République qui prend la suite d'un précédent conseil qui existait déjà mais dont les membres et les missions étaient différentes. D'ailleurs je ne l'ai pas mis mais nous avons désormais 9 membres qui sont issus des territoires, 4 parlementaires et 5 élus locaux. C'est qui je vous laisse faire la liste des 9 mais Laure de la Rodière notamment, d'accord. Néral et Christian Paul pour les régions, Pierre Kameni pour le Sénat, ainsi que le président du Conseil général de la Vendée, Retailleau. Merci. Mais l'intégralité de la composition est présente sur le site. Alors, notre mission, c'est celle-là. C'est simplement, c'est finalement pas très... on n'est pas un conseil d'État ou quelque chose de ce genre, c'est beaucoup plus modeste. C'est juste de former de manière indépendante, mais publique, des avis sur toutes les questions qui sont relatives à l'impact du numérique sur la société et sur l'économie. Alors pourquoi est-ce que notre premier avis traite du principe d'égalité? En fait, c'est absolument pas par hasard. C'est parce que si ce sujet comme ça revient tout le temps dans les discussions depuis des années, c'est aussi parce que c'est un sujet clé, c'est un concept valise, mais c'est un pilier, c'est quelque chose qui qui est véritablement un des principes fondateurs de l'Internet et qui avait besoin d'être retravaillé maintenant. Son principe est assez simple. Sur Internet, entre l'usager et finalement les services qu'ils vont utiliser, vous avez toute une chaîne d'intermédiaires. C'est pour ça qu'on utilise souvent la métaphore des couches. Vous avez la couche basse, la couche moyenne, la couche haute, ce genre de choses. Et aujourd'hui, cette chaîne des intermédiaires, on estime qu'elle doit absolument traiter les utilisateurs à égalité. Tous et toutes, tous les utilisateurs et tous les contenus que les utilisateurs vont vouloir utiliser. Alors, il y a tout un pan de cette régulation qui a déjà été mis en place. Je pense qu'il aimerait bien cette photo. Monsieur Silicani, qui est le président de l'ARCEP, et les lunettes... Oui. Et cette partie technico-économique existe déjà. On a l'habitude, les opérateurs sont régulés, ce sont des choses qui sont connues. Mais pour ce qui concerne les usagers, aujourd'hui, pour l'instant, tout est à faire. On ne s'était jamais posé la question de la neutralité du point de vue du droit de s'informer, de la neutralité du point de vue de la liberté de s'exprimer ou de la liberté d'entreprendre. À chaque fois qu'on en parlait, c'était toujours un débat très technique, très privé, très fermé,
Voilà, j'ai écrit qu'il faut sortir d'un débat de geeks par les geeks pour les geeks. Bon, pour le dire plus simplement, en fait, il faut surtout politiser le débat. Politiser, ça veut dire le vulgariser dans le bon sens du terme et réussir à l'exprimer avec des mots qui tout de suite vont parler aux gens plus rapidement. C'était le sens de la saisine de Fleur Pellerin. Donc c'était sa première saisine qui nous a demandé, après une table ronde qu'elle avait organisée, qui était justement comme ça, un peu fermée, toujours centrée sur les débats, très réseau, très bouchés, qui nous avait demandé, à la suite de cette table ronde, d'étudier l'effectivité du cadre juridique actuel. C'est marrant. Non, l'écran... Voilà. Du cadre juridique actuel, dans le but de protéger la liberté d'expression et de communication des internautes. Mais en fait, l'écran change de couleur au fur et à mesure où je parle. Oui, c'est assez étrange. Et donc, on a rendu un avis que vous pouvez trouver sur notre site. Mais surtout, avant de rendre un avis, il a fallu trouver une méthode. On a dû trouver une façon de travailler. On a mis au point une petite équipe avec 7 personnes qui était dirigée par Christine Balaguet, qui est chercheuse à l'Institut Mines-Télécom, qui est vice-présidente. On a fait un rapport assez solide. On n'avait que 3 semaines pour le faire, mais on a fait ce qu'on pouvait. On a mis tout l'historique des débats, puisque c'est quelque chose qui remonte à il y a longtemps, une cartographie des controverses, une analyse économique, juridique. Et à la fin, on s'est dit que finalement, puisque ce qu'il fallait, c'était surtout donner un nouveau souffle au débat, le mieux, c'était de faire quelque chose de très court et le plus opérationnel possible. Donc on est tombé sur cette définition qui, pour nous, nous paraissait convenir, en tout cas servir de point de départ au nouveau débat. C'est celle que la neutralité des réseaux de communication, des infrastructures et des services d'accès de communication ouvert au public par voie électronique garantit l'accès à l'information et aux moyens d'expression à des conditions non discriminatoires, équitables. Et voilà, il manque la fin. C'était justement votre contribution en plus, ce dernier mot-là. Vous ne le savez pas par cœur? Non. Monsieur le secrétaire général? Non, pas du tout, mais c'est pas moi qui l'ai rédigé. Et en plus de ça, ça fait partie de la méthode, c'est-à-dire que l'objectif, c'est pas du tout d'imposer un texte qui va finir par se retrouver tel quel. De toute façon, c'est pas nous qui allons faire la loi. En tout état de cause, c'est quelque chose qui va servir, qui ensuite va être retravaillé. Il est déjà complètement retravaillé. Ils sont là pour ça. Et surtout, nous, ce qu'on a voulu faire, c'était leur proposer de graver ce principe dans la loi, ce qui aujourd'hui n'existe pas, le faire assez haut dans la hiérarchie des normes, le plus qu'on peut, et surtout ne pas aller trop loin dans le détail de la définition. Et c'est pour ça, vous voyez, que je ne tiens pas à m'attacher à tel mot ou tel mot ou tel mot, parce que plus on va loin, plus en fait on se restreint. Qu'est-ce qui se serait passé si on avait défini ce principe il y a 5 ans en disant exactement la neutralité, c'est accorder telle bande passante minimum, c'est autoriser tel type d'interopérabilité et pas tel autre? Est-ce qu'aujourd'hui on serait capable de dire qu'il va peut-être falloir déployer dans le futur sur les objets connectés, sur la téléphonie mobile, sur ce genre de choses? Moi je ne pense pas. Et puis surtout, il y a déjà des autorités qui existent et c'est pas la peine d'écrire les choses à leur place non plus. C'est une chose de redéfinir l'esprit de la loi, de donner quelques éléments. Là, vous voyez, typiquement une question qu'on nous posait souvent, c'était celle de savoir, mais qu'est-ce que vous allez mettre comme sanctions? Mais en fait, les sanctions, elles existent déjà. Elles sont appliquées par l'ARCEP, elles sont appliquées par l'ex-DGCCRF, elles sont définies par le Parlement, par les parlements, et très franchement, c'est certainement pas à nous de poser ce genre de choses. Par contre, ce qui était important, et c'est ce qui a été reconnu par la plupart des gens, et à mon sens, c'est le point essentiel, c'est que c'est une obligation qui remonte la chaîne vers les services. Alors, je ne sais pas si je peux revenir en arrière, parce qu'il y a juste un point, à mon avis, qui est clé, c'est que pour la première fois, on a parlé de neutralité des réseaux de communication, des infrastructures et des services d'accès et de communication. Et moi, je suis passé un peu vite sur le reste, mais ça, c'est important. Qu'est-ce que c'est que la neutralité des services d'accès et de communication? Hop. J'en profite. On a une question d'un auditeur. On l'a vu tous. Quid de la liberté de s'exprimer? Quid de toutes ces pollutions en isme, négationnisme, éloge sexisme, etc. Qu'en fait-on? Voilà, je donne le mot à mot de notre questionnaire. Mais on raisonne à droit constant. En France, aujourd'hui, il y a des choses qui sont interdites. Quand elles sont interdites, la loi s'applique. Aujourd'hui, on ne change strictement rien à ça. C'est absolument pas la question. La vraie question aujourd'hui, c'est que vous avez des services qui deviennent indispensables, de la même façon qu'autrefois, déjà aujourd'hui, les tuyaux sont indispensables, mais les tuyaux sont plus seulement matériels. Maintenant, ils sont aussi cognitifs. C'est des infrastructures d'usage. Et si vous voulez, à partir d'un certain moment, il faut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas normal de demander des obligations spécifiques à des services qui sont
indispensables. On parlait tout à l'heure des GAFA, etc. Mais je trouve que les définir comme des GAFA ou dire pointer du doigt tel ou tel acteur, d'abord, peut-être que ce ne sont pas des acteurs qui ont vocation à être des acteurs non vertueux. Peut-être qu'eux aussi aimeraient bien changer. Et les ostraciser, ce n'est pas nécessairement la façon de les pousser à changer. En tout cas, ce n'est pas leur montrer la voie pour le faire. En tout cas, leur rappeler qu'en tant qu'acteurs indispensables, ils ont peut-être aussi des obligations qui en découlent. Ça semble plus logique aujourd'hui. L'actualité, visiblement, nous donne un peu raison. Il y avait Free qui avait bloqué les publicités, mais depuis vous avez eu App Gratis, vous avez actuellement un contentieux auprès de la Commission européenne de plusieurs acteurs de tout ce qui est comparateur de prix, etc., qui reprochent des choses à un moteur de recherche qui cherche à trop centraliser visiblement à mettre ses propres services en avant. Et on va voir vers quoi ça va aller. Alors, à partir de là, on s'est même posé la question de savoir si peut-être il ne faudrait pas considérer certains services essentiels comme des quasi-services publics. Ça nous a beaucoup fait rire parce que d'abord, on a du mal à considérer que des startups qui ont grossi et qui sont quasiment l'incarnation de la liberté d'entreprendre, de la volonté d'entreprendre et de réussir, pourraient se transformer en service public. Mais en fait, à peine on avait écrit ça que 15 jours plus tard, on a eu, quand on a publié notre avis, un article dans le New York Times qui était pas mal, qui reprenait bien le débat et qui montrait que finalement cette histoire de neutralité des services, c'était sans doute le prochain point à suivre. Et 15 jours plus tard, on a eu un article de Paul Krugman dans le même New York Times, donc qui est prix Nobel d'économie, qui est très pointu sur ces questions d'économie de l'immatériel et d'économie des réseaux, et qui tout d'un coup s'est mis à dire, mais attendez, c'était au moment où Google a fermé Google Reader. Donc Google Reader, c'est un système qui était très utilisé partout dans le monde depuis des années. Puis abruptement, ils ont décidé que maintenant c'était terminé et qu'ils allaient fermer le service pour des millions d'utilisateurs en leur laissant 3 mois pour éventuellement changer de service ou se retourner. Le problème étant qu'il n'y avait pas que des usagers individus qui utilisaient le service, mais également des entreprises qui avaient construit des écosystèmes, qui avaient des clients qui dépendaient de ce service, etc. Et là, c'est Paul Krugman, on ne peut pas le soupçonner de vouloir nationaliser Google, si vous voulez, ce n'est pas la question. Mais c'est lui qui a dit, mais peut-être serait-il temps de considérer que certains de ces services, qui sont des services qui deviennent des espèces de hubs, des noyaux par lesquels on fait passer d'autres communications, sont en train de devenir indispensables, sont en réalité des public utilities, des services publics. Alors, ils se contentent de poser la question. Mais si vous avez aujourd'hui des éditorialistes, économistes du New York Times qui se posent la question, je pense qu'elle est probablement pas anodine et qu'on va devoir, la creuser un peu plus. Alors, comme nous, on a dû travailler assez rapidement, comme la méthode, à notre sens, était insatisfaisante, on a eu envie de continuer à travailler. On est en train de mettre sur pied d'autres groupes de travail. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui le souhaitent à venir nous rejoindre parce qu'on va pouvoir en faire des groupes ouverts, on va avoir un petit peu plus de temps pour approfondir. D'abord, le premier, ça va consister à d'essayer de mesurer cette neutralité. L'ARCEP est déjà en train de le faire sur la partie technico-économique. Donc, il y a sans doute d'autres aspects de la neutralité à intégrer dans les indicateurs de l'ARCEP et à faire valoir. Et puis, sur cette partie de neutralité des services, le problème, c'est que le dire comme ça, on sent ce que ça signifie. On voit vers où ça va, mais après, il faut aussi être capable on ne peut pas rester avec un concept qui soit encore un concept valise. Il va falloir le définir, le nourrir, le remplir. Et donc, là aussi, on va mettre au point un groupe de travail et on va essayer d'aller plus loin. Pour faire ça, on a même créé vous voyez, on a commencé à faire ça en mettant au point des journées spéciales de travail. La prochaine, c'est demain. Et celle de demain ne sera pas consacrée à la neutralité, mais elle sera consacrée aux 2 autres saisines qu'on nous a faites pour l'instant, qui sont celles de l'inclusion, qu'on appelait autrefois la fracture numérique, et à la fiscalité, qui est un sujet qui fait débat sans cesse depuis plusieurs semaines. Ce sont des saisines par les ministres uniquement, ou il y a une saisine qui peut venir du Sénat, voire d'un Conseil général? Alors les parlements sont souverains et à eux de décider ce qu'ils souhaitent faire là-dessus, il n'y a pas de problème. Les formats de saisine qui sont prévus par le décret du président de la République sont une saisine par le gouvernement ou une autosaisine. Et en réalité, c'est aux parlementaires qui sont membres du Conseil de faire des propositions au sein du programme de travail pour qu'on puisse s'autosaisir. Comme une commission, comme la CADA, comme la CNIL, etc. Vous avez le même statut quant à la saisine et quant
à la qualité des verdicts ou des avis, puisque c'est ainsi qu'on appelle votre livrable. On n'a absolument pas la même autorité que la CADA, où on est une commission consultative indépendante qui est composée d'experts bénévoles. Et donc là-dessus, je tiens vraiment à prendre un peu de recul par rapport à ça. Ça semblait important de faire le tri en tout cas. Yves Rome me confie, mais jusqu'à quel point, le soin de vous remercier d'abord, vous deux. Je pense que le cocktail serait déjà amplement mérité, ne serait-ce que par la qualité des interventions dont nous avons été les témoins attentifs cet après-midi. Presque à saturation, moi j'ai pas pu tout comprendre. Hein. Non, presque à saturation. Pour le numérique et la passion qui nous anime, la saturation n'existe pas, tellement bien que je pense que les travaux de cet après-midi vont vous donner à la fois l'envie et l'obligation de nous retrouver dès demain matin, 9h30, dans cette magnifique salle de bal où, je le crois, peut-être les différents empereurs ont dû nous regarder attentivement tout au long de l'après-midi. Merci, bonne soirée.